En l'an 1500 du calendrier maritime, 24 ans avant les événements actuels de One Piece, avait lieu l'exécution du roi des pirates. Pour le gouvernement mondial, c'était une victoire sur une génération de pirates qui les avait malmenés, défiés et humiliés. Car avant les supernovas, avant les corsaires, avant même que le mot One Piece ne devienne une obsession mondiale, il y avait cette génération. Des noms comme Roger, Barbe Blanche, Big Mom et tant d'autres. Cette vidéo est là pour comprendre comment cette génération a émergé et comment elle a changé le monde. Voici l'histoire de la génération qui a fait trembler le monde, non pas celle qu'on appelle la génération terrible, mais celle qui est indéniablement la génération la plus terrible de One Piece. Et si toi aussi tu vas avoir de l'énergie ou juste bien t'hydrater, j'ai quelque chose pour toi. Oli. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Alors Oli, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de boissons énergisantes et aussi de thé glacé. Et surtout, sans sucre, avec des arômes 100% naturels et sans taurine. J'ai reçu une box avec 3 gammes différentes. La gamme Iced Tea pour te rafraîchir et profiter d'une boisson sans sucre avec des vitamines. La gamme Hydration pour les sportifs qui permet une réhydratation plus rapide. Et il y a la gamme Énergie. Ça c'est pour ceux qui veulent rester éveillés et concentrés longtemps. Avec la New Caf, la caféine cristallisée de Oli, tu auras un effet qui dure plus longtemps. Au lieu d'avoir un giga coup de boost, mais qui après te laisse avec une grosse sensation de fatigue comme les boissons énergisantes classiques. La préparation c'est simple. Tu verses de l'eau, puis tu mets la poudre avec l'arôme de ton choix, un peu de glaçon et tu secoues. Un seul sachet c'est pour 500 ml d'eau. J'ai pas encore testé tous les goûts, mais pour l'instant mon préféré c'est Fruity Frog de la gamme Énergie. Le petit mélange d'ananas et de mangue là. Je te rappelle que les boissons énergisantes sont conseillées à partir de 16 ans. Et Oli, c'est une boisson qui est là pour t'aider à consommer moins de boissons sucrées. Donc il faut que tu consommes avec modération. Si tu veux découvrir toutes les gammes et obtenir un shaker ou un thermos, je te conseille le pack découverte. Avec le code LUFY5, tu gagnes 5 € de réduction sur ta première commande. Et avec Luffy, 10% de remise sur toutes tes commandes. Le lien est en description. Merci à Oli de sponsoriser la vidéo. Et maintenant, retour à la génération qui a fait trembler le monde. Déjà, comment était le monde avant l'arrivée de cette génération? Bien avant la naissance de ces légendes, le monde vivait déjà sous la peur. Il y a plus de 100 ans, l'équipage des géants, mené par Dory et Brogy, était considéré comme la force de frappe la plus redoutée de la mer. Tout bascula il y a environ 102 ans. Sur l'île de Little Garden, une petite fille posa une simple question au co-capitaine. Qui parmi eux deux avait capturé la plus grosse bête? Cette question déclencha un véritable affrontement. Le duel s'éternisa et pendant ce temps, le reste de l'équipage reprit la route vers Elbaf. Mais sans leur capitaine, les choses vont se compliquer. Ce groupe fut intercepté et une partie a été capturée par la marine. Ils étaient condamnés à mort. Mais ce jour-là, une femme du nom de Caramel intervint. Elle plaida pour leur libération et ces derniers furent épargnés. Caramel devint comme une sainte à leurs yeux, une humaine accueillie à bras ouverts sur leur territoire. Mais derrière cette image de bonté et de paix se cachait un tout autre visage. Tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée en collaboration avec le Cypher Pole. Caramel n'était pas une sainte, elle était une marchande d'enfants. 100 ans avant l'année actuelle de One Piece, l'équipage pirate qui fait peur au monde entier vient de tomber. Le gouvernement mondial est à son apogée, il continue d'imposer ses taxes au royaume et ceux qui sont incapables de payer le tribut céleste s'effondrent un à un et deviennent des zones de non-droit. Et c'est dans ce contexte brutal que vont naître un à un les membres de cette génération légendaire. Il y a 77 ans, sur les îles Polestar, Goldie Roger naît à Locktown, une ville de East Blue située juste avant l'entrée de Grand Line. Cette ville est une porte d'entrée symbolique, un passage obligé pour tous les pirates d'East Blue animés par l'aventure. C'est sûrement dans ce contexte qu'il a eu envie de se lancer dans la piraterie. On ne sait pas tout de son enfance, mais ce qui est certain, c'est qu'elle fut marquée par l'instabilité. Très jeune, il développe une peur viscérale de perdre ceux qu'il aime, une peur qui le transforme en démon quand ses proches sont menacés. Pendant que Roger commence à regarder l'horizon avec insistance, ailleurs dans le monde, un autre enfant, lui aussi, s'apprête à choisir la mer. Car 3 ans après la naissance de Roger, cette fois nous quittons Locktown pour plonger dans le Nouveau Monde. Direction l'île du Sphinx, un territoire ignoré par le gouvernement mondial car trop pauvre pour payer le tribut céleste et trop isolé pour que la justice s'y intéresse. C'est là qu'est né Edward Newgate. L'île était devenue une zone de non-droit où les crimes restaient impunis, où les enfants grandissaient en tant qu'orphelins livrés à eux-mêmes. Newgate en faisait partie. Doté d'une force surnaturelle très jeune,
il prend les armes pour défendre sa terre. Mais il comprend rapidement que la force ne suffit pas à protéger les siens. Ce qu'il leur faut, c'est de l'argent. Alors il prend la mer, non pas pour la gloire ni pour le pouvoir, mais pour accumuler des trésors qu'il enverra à son île natale. Mais son voyage n'était pas qu'une mission pour lui, c'était aussi une quête intime, car en prenant la mer, il cherchait à obtenir ce qu'il n'avait jamais eu, une famille. Avant de continuer son parcours, il faut faire un détour, car quelque part dans le monde, une autre enfant âgée de 5 ans allait elle aussi marquer l'histoire. Il y a 63 ans, nous retrouvons Mother Caramel. Des années sont passées depuis cette mise en scène devant l'ancien équipage des géants. Le plan du Cypher Pole a magnifiquement fonctionné. Caramel accueillait dans sa maison des orphelins de toutes les races, elle les élevait dans un cadre bienveillant, les éduquait et les préparait mentalement à devenir des soldats. Mais tout va changer avec l'arrivée d'une enfant différente. Charlotte Linlin, âgée de 5 ans, est abandonnée par ses parents sur les côtes d'Elbaf. Jugée trop instable, trop dangereuse, elle est vue comme une abomination. La rumeur de Mother Caramel avait traversé les mers, alors ses parents ont préféré la laisser là dans l'espoir qu'elle soit prise en charge. Pour Caramel, c'était clair, cet enfant était un futur gros lot. Les mois passent, puis vient le solstice d'hiver. À Elbaf, c'est une période sacrée, marquée par un jeûne rituel. Tous les enfants doivent y participer. C'est très dur pour Linlin, mais pour Caramel, elle fait l'effort. Cependant, le 7e jour, elle craque. À 5 ans et demi, elle sombre dans une crise incontrôlable. Dans sa folie, elle tue Yorl, un héros pour les géants, et embrase le territoire tout entier. Le chaos est total, et c'est seulement grâce à l'intervention de Caramel, qui dévoile son fruit des âmes, que les flammes sont stoppées. Les géants marqués par cette tragédie veulent tuer Linlin, mais Caramel insiste pour qu'elle soit épargnée. Linlin est bannie d'Elbaf. Caramel quitte Elbaf avec elle et les autres enfants. Quelques mois après le carnage qui s'est déroulé sur Elbaf, c'est l'anniversaire de Linlin. La trafiquante a déjà tout prévu. Elle a conclu un marché avec le CP0 pour vendre son meilleur produit. Ça devait être sa dernière vente, l'ultime transaction d'une trafiquante déguisée enceinte. Mais ce jour-là, Linlin va révéler un deuxième type de crise, pas déclenchée par la faim, mais par le plaisir. Alors qu'elle savoure son repas d'anniversaire, elle rentre dans une euphorie, totalement absorbée par la nourriture. Et quand elle reprend ses esprits, il n'y a plus personne. Comme lors de la mort de Yorl, elle n'a aucun souvenir. Un géant terrifié par ce qu'il vient de voir, retourne immédiatement prévenir les siens. Lorsqu'il raconte ce qu'il a vu, Charlotte Linlin est désormais l'ennemi du pays tout entier. Évidemment, ça n'a pas été montré de manière explicite dans le manga, mais ce jour-là, Linlin a dévoré ses amis, et avec eux, Mother Caramel. Ce même jour, elle croise la route de Streusen. Lui aussi a été témoin de la scène. Son fruit du démon lui permet de transformer n'importe quel objet en ingrédient. Une capacité parfaite pour tisser des liens avec une fille obsédée par la nourriture. Streusen devient alors son premier allié, et ensemble ils forment le noyau des futurs pirates de Big Mom. Linlin hérite du pouvoir de Caramel. Le gouvernement mondial ne tarde pas à réagir. Sa première prime sera de 50 millions de berries et rapidement, elle va atteindre les 500 millions pour une enfant qui n'a même pas encore 10 ans. C'est ainsi que Charlotte Linlin commence son aventure. Le destin nous ramènera à elle, mais pour l'instant, il est temps de changer encore de décor. Dans un autre royaume, un autre nom s'apprête à émerger. Nous sommes 59 ans en arrière dans un royaume très pauvre de Grand Line. Un enfant issu d'une lignée de géants antiques va naître. Son nom aujourd'hui est connu de tous, Kaido. Cet enfant voit le jour dans le royaume de Vodka, un pays qui lui aussi était incapable de payer le tribut céleste. Alors ce royaume a choisi la voie de la guerre contre les nations voisines, afin de piller les trésors et les ressources, dans l'unique but de s'acheter une place au sein du gouvernement mondial. Kaido, encore enfant, rejoint les rangs de l'armée, un gamin destiné à tuer avant même d'apprendre à vivre. On reviendra plus tard évidemment vers Kaido. 俺はロジャー。この出会いは運命だ。レイリー、俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。 Nous sommes désormais 52 ans en arrière. Les légendes de demain ne sont encore que des rookies. Edward Newgate a déjà rejoint un équipage et il impressionne ses camarades. Bien que ce ne soit pas encore son propre équipage, il ne perd pas de vue son objectif, fonder une vraie famille. Du côté de Goldie Roger, le capitaine fait maintenant équipe avec Silvers Rayleigh et commence à se faire un nom. Des pirates comme Brook se rappelleront plus tard de Roger comme un rookie déjà très connu à l'époque. C'est justement cette année que Brook embarque pour sa première aventure avec les Rumbars Pirates, un équipage qui a l'ambition de réaliser le tour du monde. Mais cette année, leur voyage va prendre le tournant tragique que vous connaissez. La maladie du capitaine et la fin du reste de l'équipage dans le triangle de Florian, où Brook va errer pendant les 50 prochaines années. Côté Charlotte Linlin, 2 ans plus tard, elle donne naissance à son tout premier enfant, Charlotte Perospero. L'aînée d'une famille qui deviendra plus tard légendaire par sa taille,
autant que par sa terreur. Mais à ce moment-là, elle ne sait pas encore que son destin s'apprête à prendre un tournant inattendu, qui sera lié à l'autre monstre de cette génération, qui, il y a 49 ans, n'a que 10 ans, mais qui est déjà devenu le soldat le plus puissant de son royaume. Chaque jour, Kaido se bat, non pas pour lui, mais pour enrichir les nobles de son pays. À cet âge-là, il commence à entrevoir autre chose. Il réalise que ceux qui dirigent ne sont pas ceux qui se battent, que les puissants ne sont pas forcément les plus forts, et donc l'enfant soldat commence à remettre en question tout ce qu'il croyait. Mais il faudra encore 3 ans avant qu'il reçoive la leçon de sa vie. Il y a 46 ans, les exploits de Kaido sur le champ de bataille ne passent plus inaperçus. Même le gouvernement mondial commence à s'intéresser à ce soldat issu d'un pays sans richesse. Après des années de loyaux services, le roi de Vodka prend la décision de vendre Kaido à la marine, car en échange, son royaume obtiendrait une place à la rêverie, un siège dans les hautes sphères du pouvoir. Et pour Kaido, c'est une révélation brutale. Mais Kaido ne compte pas finir en marchandise. Il s'échappe du navire de la marine qui le transportait. Très vite, sa tête est mise à prix. 70 millions de berries. À partir de là, Kaido va prendre goût à la piraterie. Il se laisse parfois capturer exprès, juste pour profiter de la nourriture des navires de la marine. Désormais, Kaido n'est plus un soldat, il est un pirate. Et il va faire la rencontre qui va changer sa vie. Oi, Kusogaki! お前、海賊やる気があんのか？ロックスが会いたがってた。Il y a 44 ans, la vie de Kaido bascule. Et la cause de ce tournant, c'est un homme du nom de Roxy Shebeck. Shebeck est une figure dont on ne connaît ni les origines exactes, ni la fin. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a foulé le sol d'Elbaf, il y a bien longtemps. Et il était l'homme qu'admire Loki, le prince des géants. Il y a 44 ans, à cette époque, Kaido arrive sur l'île de la Ruche. Là, il rejoint un équipage déjà considéré comme très puissant. Où à bord, ce ne sont pas de simples pirates. On retrouve Edward Newgate, qui maintenant se fait appeler Barbe Blanche, Charlotte Linlin, désormais connue sous le nom de Big Mom. Cette année-là, elle s'apprête à accoucher de son 11e enfant. Shiki le Lion d'Or, un pirate redouté de la même génération que Roger et Barbe Blanche. Miss Buckingham Stussy, manipulatrice, habile, toujours là au bon moment, comme on le verra plus tard. Et bien sûr une ribambelle d'autres pirates, comme Wang Zi, Hache d'Argent, Gloriosa et Capitaine John. Tous ces noms réunis sur un seul navire avec une entente catastrophique. Car même si Rox était officiellement le capitaine, il n'y avait aucune hiérarchie claire à bord. Juste une bande de titans, tous convaincus d'être les meilleurs. Depuis la chute de l'équipage des géants, le monde n'avait pas connu une telle concentration de puissance. Lorsque Kaido rejoint officiellement cet équipage, il est maintenant considéré comme le plus puissant du monde. C'est l'ère de Rox. Kaido, qui est encore un rookie, rencontre ces pirates légendaires. Mais il fait aussi une rencontre presque anodine à première vue, qui va pourtant changer sa vie, celle de Kurozumi Higurashi. À ce moment-là, Kaido ne sait pas encore ce que cette femme représente. Il ignore qu'elle posera plus tard les fondations de son futur empire. Elle s'apprête à retourner dans son pays. Il y a 41 ans, elle quitte les Rocks et retourne sur Wano, avec un objectif, la vengeance. Le clan Kurozumi a été l'un des grands rivaux de la famille Kozuki. Autrefois, ils ont voulu s'emparer du pouvoir de manière sournoise, mais leur tentative a été découverte et ils ont été chassés. Aujourd'hui, elle veut renverser le clan Kozuki, mais cela signifie affronter un homme, et cet homme, c'est Kozuki Oden. Je n'ai pas voulu parler de lui jusqu'à maintenant parce que la vie d'Oden, c'est un enchaînement de petits événements, de décisions impulsives, de coups de folie et de moments de génie. Retenez qu'au moment où Kurozumi Higurashi revient sur Wano et donne à Orochi son fruit du démon, c'est lors de l'incident du dieu de la montagne. Kinemon provoque une catastrophe, Oden prend la responsabilité, il sauve tout le monde, mais il est banni. Ainsi, il va explorer Wano et attire ses premiers fidèles. Et finalement, 2 ans après, Oden affronte Ashura Doji, le chef des bandits de Kuri, il le bat et transforme la région en un lieu prospère. Contre toute attente, l'homme rejeté devient le daimyo de Kuri. Avant de continuer son histoire, nous devons retourner sur les mers. Nous sommes désormais 39 ans en arrière. Shanks vient à peine de naître, Baggy aussi, quant à Barbe Noire, il n'a que 1 an. L'ère des Rocks est toujours en cours, le monde est sous tension, car il y a aussi un autre équipage, celui de Roger, qui lui fait concurrence. Mais pour l'instant, entre ces deux équipages, il n'y a pas encore eu de vraie confrontation décisive. Mais tout le monde sait qu'un choc est inévitable. Pendant ce temps, quelque part sur le Grand Line, des scientifiques commencent à se regrouper. Ils n'ont encore aucun statut officiel, mais parmi eux se trouvent déjà des esprits brillants qui formeront plus tard un certain groupe. Cette année-là, un événement important
mais très peu mis en avant, va avoir lieu. Goldie Roger et son équipage atteignent l'île légendaire située au bout du Logpose, Road Star. Une prouesse que personne, d'après le capitaine, n'avait encore accomplie. Mais une fois arrivé sur Road Star, quelque chose cloche. Les aiguilles de son Logpose tournent en boucle indéfiniment. Aucun cap n'est indiqué, comme si le voyage s'arrêtait ici. Sauf que sur Road Star, quelque chose lui a fait comprendre que ce n'est pas la fin, car sur cette île, il découvre le rôle fondamental des poneglyphes. Il saisit qu'ils sont bien plus que des histoires antiques, et qu'il en existe certains, les Road Poneglyphes, pouvant révéler l'emplacement d'une île encore plus secrète. Pendant que Roger fait cette découverte, une autre histoire se joue en parallèle. Sur l'île de la Ruche, le gouvernement mondial intervient discrètement là-bas. Il met la main sur un trésor mystérieux. L'opération passe inaperçue aux yeux du grand public, mais en réalité, ce que vient de faire le gouvernement va précipiter la guerre sur une île que vous connaissez tous. Il y a 38 ans, une île du nom de God Valley va devenir le théâtre d'un événement qui changera à jamais l'histoire du monde. Les dragons célestes, vexés par le simple fait qu'un territoire ose porter le mot Dieu dans son nom, organisent une chasse à l'homme, une tradition barbare qu'ils perpétuent tous les 3 ans. Ils prennent d'assaut un territoire et partent à la chasse aux autochtones. Les dragons célestes s'y rendent avec leurs esclaves, qui seront aussi des cibles. Chaque cible abattue rapporte des points et des prix seront remis aux meilleurs participants. Dans ces prix pour récompenser les vainqueurs, on trouve plusieurs trésors, dont 2 fruits du démon rares qui s'avéreront être plus tard ceux de Kuma et de Kaido. Cette information sera dévoilée au monde entier grâce à Genie. Les plus grands pirates du monde entier sont attirés. Parmi eux, les Rocks pirates, bien sûr. Ils ont 2 raisons de venir, récupérer les trésors, mais surtout se venger du gouvernement mondial qui a récemment volé un objet important sur leur île. Mais l'équipage de Rocks ne sera pas seul. Les pirates de Roger vont eux aussi débarquer, ce qui alerte immédiatement Monkey D. Garp. La tension est à son comble. D'un côté l'équipage le plus terrifiant jamais vu, en face les pirates qui ont accompli l'impossible, la marine, les chevaliers divins menés par le jeune Garling Figarland, sans oublier G. Garcia Saturne, haut dignitaire du gouvernement mondial. Tous ces personnages se retrouvent au même endroit au même moment, et ce chaos mènera à un seul nom, l'incident de God Valley. C'est là que Garp va s'allier avec Roger pour vaincre Rox D. Shebeck. Ce jour-là, son équipage tombe et le capitaine serait mort. Dans cette guerre, Kaido obtient son fruit du démon de la part de Big Mom qu'il a volé à Ivankov. La pirate l'avait donné à Kaido pour le sauver. Mais après cela, ils vont se séparer. De leur côté, Barbe Blanche et Shiki suivront leur propre voie, démarrant une nouvelle ère de la piraterie. C'est la fin des pirates de Rox. Cet incident sera diffusé dans les journaux, mais le récit sera manipulé. La version officielle racontera que c'est Garp qui a vaincu et a mis fin à l'équipage des Rocks. Ni Roger et ni la compétition de chasse ne seront mentionnés. En tout cas, les conséquences, elles, seront bien réelles. À partir de là, on peut dire que c'est l'ère de Roger qui commence. Mais ceux qui vont bientôt changer le monde ne sont ni les pirates, ni les marines, ce sont les scientifiques. Comme on l'a vu, après la chute des Rocks pirates, tous ont pris leur route et ont continué la piraterie, sauf une qui choisit une voie bien différente. Buckingham Stussy. Elle quitte le monde de la piraterie et rejoint un groupe de scientifiques appelés les Mads. Leur laboratoire est un navire à rames qui vogue sur les mers. Leur financement provient de Dufeld, à l'époque un empereur riche du monde souterrain qui est la pègre. Et à bord, on trouve 4 esprits brillants. Caesar Clown, un scientifique sans morale, passionné d'armes chimiques. Judge Vinsmoke, l'héritier du royaume de Germa, qui se passionne pour la recherche génétique. Cien, plus tard connu sous le nom de Queen, un homme adorant les cyborgs. Et surtout le génie incontestable de Vegapunk. Son talent est tel que même le Golosei souhaite le rencontrer. Pour Vegapunk, c'est l'opportunité de pouvoir obtenir du financement plus tard. Pour le gouvernement, c'est une tentative de contrôle sur un esprit trop brillant pour rester libre. Au milieu de ces savants, Buckingham Stussy n'apporte pas grand chose, mais elle va offrir quelque chose de crucial, son patrimoine génétique. Et 3 ans plus tard, un moment historique se produit dans l'ombre. Le tout premier humain cloné voit le jour. Son nom, Stussy, un être né de l'ADN de Buckingham Stussy. Ses recherches en génétique allaient ouvrir la porte à bien plus qu'un simple clonage. 1 an plus tard, un autre individu vient au monde, Edward Weevil. Buckingham Stussy affirme qu'il est le fils biologique de Barbe Blanche. Et pour donner du poids à son récit, elle s'appuie sur un élément dérivé des recherches menées au sein même des Mads. Mais cette preuve, cet élément, sera celui qui va signer la fin du groupe. Mais on n'y est pas encore, et retournons sur les mers. Car la piraterie, elle, n'a pas ralenti. Nous sommes désormais 33 ans en arrière. 3 figures dominent les mers. Goldie Roger,
Barbe Blanche et Shiki, le lion d'or. Les autres sont encore des étoiles montantes. Big Mom par exemple est encore loin de son apogée. Elle a déjà une quarantaine d'enfants et un grand territoire. Mais ces futurs monstres sont encore très jeunes. Katakuri n'a que 15 ans, Cracker 12 ans et Smoothie 2 ans. Et de l'autre côté du monde, un certain Kaido est encore loin du titre d'empereur. Cette année-là, il vient à peine de faire une rencontre cruciale. Sur Punk Hazard, Kaido tombe sur un jeune garçon enfermé. Ce garçon, c'est Albert, un survivant du peuple des Lunariens. Kaido le libère et lui dit que désormais il s'appellera King. C'est le début de l'équipage au 100 bêtes. 2 ans plus tard, alors que Garp affronte Don Shinjao et met fin à sa légende, pendant ce temps, Roger est toujours bloqué. 8 ans se sont écoulés depuis son arrivée sur Roadstar, mais il ne parvient toujours pas à comprendre les poneglyphes. Il sait pourtant que ces pierres détiennent les réponses, mais il n'a aucun moyen de les lire. Ce qu'il ignore, c'est que celui qui détient la clé approche. Car un an plus tard, Barbe Blanche accoste sur Wano et croise la route d'Oden Kozuki. Vous connaissez l'histoire, Oden s'accroche à bord sans hésiter, suivi par Izo, Inuarashi et Nekomamushi. C'est le début de leur aventure en mer. Très vite, sa puissance et son charisme le rend incontournable. Les journaux parlent de lui, Roger en lisant son nom commence à entrevoir une solution. Oden passera plusieurs années avec Barbe Blanche, et son absence va commencer à se faire ressentir sur Wano. Car 2 ans plus tard, Kurozumi Higurashi profite de l'absence d'Oden et convainc Kaido de mettre Wano sous son contrôle, afin qu'il puisse se procurer une grande quantité d'armes lui permettant de créer son monde où seuls les forts peuvent vivre. Mais l'événement central de cette année-là concerne encore Roger. Il apprend qu'il est gravement malade. Le compte à rebours démarre, il lui reste 3 ans à vivre. Alors il retourne sur Grand Line avec un nouveau médecin, Crocus, pour finir son voyage. Ils ne perdent plus de temps. Roger met le cap vers le Nouveau Monde, mais ailleurs dans l'ombre, un homme prépare une embuscade et il possède la plus grande flotte de son époque, avec 51 navires. Il prend la direction de l'Oro Jackson. Il y a 27 ans, un rapport stratégique sème l'agitation à Marineford. Roger et Shiki le Lion d'Or sont sur le point de se croiser dans le Nouveau Monde. L'information est si lourde de conséquences qu'une alerte rouge est déclenchée. Sengoku est envoyé immédiatement et Garp décide de l'accompagner. Une alliance ou un conflit entre 2 des 3 figures dominantes de la piraterie peut redéfinir toutes les cartes du pouvoir. C'est dans ce contexte explosif que Shiki décide de passer à l'action. Avec sa flotte colossale, il tend une embuscade à l'Oro Jackson. Roger et son équipage se retrouvent encerclés face à une armée. Shiki ne veut pas la guerre. Ce qu'il propose à Roger, c'est une alliance. Exactement ce que craignait le gouvernement mondial. Shiki est convaincu que Roger détient une information cruciale liée à l'emplacement d'une arme antique, et il la veut pour dominer le monde. Mais Roger décline, il n'a aucun intérêt à dominer le monde, ce n'est ni son objectif, ni son caractère, et surtout, il sait que ses jours sont comptés. Ce refus entraîne un affrontement inévitable où l'équipage de Roger se bat en infériorité numérique écrasante, jusqu'à ce que la mer décide du sort de la bataille. Un ouragan brutal s'abat sur le camp de Shiki qui détruit la moitié de sa flotte, lui-même est gravement blessé, ainsi il est contraint de battre en retraite. Pour l'équipage de Roger, c'est un miracle. Cette bataille laissera des traces durables. Shiki, affaibli, perd de son influence, pendant que Lin Lin poursuivra son ascension. Les équilibres changent et cette bataille entrera dans l'histoire sous le nom de la bataille de Head War. Nous sommes désormais 26 ans en arrière. À Wano, Orochi s'allie avec Kaido dans l'objectif de transformer le pays en une usine d'armement. De son côté, Shiki, affaibli, se fait discret et Barbe Blanche et Oden parcourent le monde ensemble. Et que sont devenus les scientifiques des Mads? Cela fait maintenant 3 ans que Sien a quitté le groupe et les Mads poursuivent leurs recherches. Vegapunk et Judge parviennent à isoler un élément fondamental, le facteur de lignage. Cette découverte ouvre des possibilités inédites. C'est ce fameux élément qui fait que Buckingham Stussy affirme que Weeble est le fils de Barbe Blanche. Ce progrès scientifique déclenche un raz-de-marée. On comprend alors qu'il est possible de cloner des Lunariens, de créer des êtres humains modifiés et même de reproduire les effets de certains fruits du démon. À ce moment-là, les Mads sont allés beaucoup trop loin pour le gouvernement mondial, qui va donc décider de les dissoudre. Dans la panique, Vince Smoke Judge prend la fuite, Buckingham Stussy disparaît, elle partira avec Weeble, quant à son clone, encore enfant, sera récupéré par le gouvernement et deviendra plus tard
une agente du Cypherpole. Vegapunk, lui, comprend la vérité. Le gouvernement mondial ne veut pas arrêter les recherches, il veut en contrôler le résultat. Et désormais, il voit en Vegapunk et Caesar Clown la solution à leur objectif. Cette décision du gouvernement mondial est sûrement la plus rentable qu'ils aient eue, car de là naîtront les pacifistas, les séraphins, les coques en granit marins, et tout un tas de technologies qui ont rendu le gouvernement mondial très puissant. Mais bon, que se passe-t-il du côté de la piraterie? Cette année-là, il va y avoir un événement majeur. C'est la rencontre entre l'équipage de Roger et celui de Barbe Blanche. Une bataille éclate durant 3 jours et 3 nuits avant que les deux camps ne se calment et finissent par échanger des cadeaux. Roger, pressé par le temps, s'incline devant Edward Newgate. Pour sa quête finale, il a besoin de Oden et de son savoir sur les poneglyphes. La suite, vous la connaissez. Oden, accompagné de Toki, Inuarashi et Nekomamushi, rejoignent l'équipage du futur roi des pirates. À ce moment-là, il a déjà copié le rod poneglyph de Big Mom, et il savait que le dernier devait être sur l'île des hommes poissons. Il lui en manque encore 2. Grâce aux Minx, il apprend que l'un est à Zo, et grâce à Oden, il apprend que l'autre se trouve sur Wano. L'équipage change sa route, d'abord un retour bref sur Wano, où Oden découvre un pays méconnaissable, tombé sous la domination de Kaido et Orochi, où il doit laisser sa femme malade avec ses 2 compagnons Mink. À ce moment-là, Oden le sait, qu'il les expose à un grave danger. Mais, encore une fois, le temps presse, il sait que son rôle est ailleurs. Cette fois, direction Zo, où il sera mené à l'intérieur de la forêt de la baleine. À ce moment-là, Roger a les 4 rods poneglyphes. Il est temps pour lui de terminer son voyage. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde et était devenu le roi des pirates, Gol dit Roger. Nous sommes 25 ans dans le passé. Le monde devient fou. Officiellement, les journaux racontent l'avènement du roi des pirates qui a accompli l'impossible face à tous ses concurrents de l'époque. Et surtout, cet homme qui a amassé une fortune immense aurait tout rassemblé en un seul et même trésor qu'on appelle le One Piece. C'est à ce moment-là que ce nom apparaît enfin. La vérité, c'est que ce qu'avait découvert l'équipage de Roger sur cette dernière île dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Un trésor laissé par Joy Boy et l'histoire complète du monde. L'équipage de Roger sait désormais exactement ce qu'il s'est passé, chaque détail. Et pourtant, ce qui les a le plus marqués et ce qu'ils ont retenu le plus de cette île, c'est à quel point ils ont ri. Sur cette île, Goldie Roger riait. C'est pourquoi il a décidé de baptiser cette île Laugh Tale. Après cette confirmation, le gouvernement mondial est devenu beaucoup plus hostile et Roger a obtenu une prime qui dépassa les 5 milliards de berries. Et à ce moment où son équipage est à son apogée, où ils connaissent la vérité sur ce monde, Roger dissout l'équipage. Il part seul avec ses médicaments et dira à Rayleigh qu'il ne mourra pas, car ni les armes ni les poisons ne peuvent tuer un homme que personne n'oubliera. Il retrouvera ensuite Barbe Blanche pour discuter et va lui annoncer qu'il est bientôt mourant. Roger lui proposera même de lui dire où est Laugh Tale, mais Barbe Blanche n'a jamais cherché autre chose qu'une famille. Pour finir, il terminera son année sur l'île de Basserilla à South Blue. Il passera du temps avec sa femme, Portgas dit Rouge. Sa maladie progresse, il approche de plus en plus la mort. La dernière chose que Roger avait compris en allant sur Laugh Tale, c'est que lui et son équipage sont arrivés trop tôt. Il avait compris que le monde attendait un guerrier libérateur et qu'il fallait que cet homme atteigne Laugh Tale. Alors il lui restait une chose à faire. Un an plus tard, nous sommes donc 24 ans en arrière. Encore une fois, une nouvelle secoue le monde. Garp, le héros, aurait capturé le roi des pirates, Goldie Roger. Mais ceux qui connaissent la vérité savent que Roger s'est rendu à la marine. Mais ceux qui ne la comprennent pas ne vont pas accepter cette nouvelle. Lorsqu'il entend cela, Shiki entre dans une colère noire. Il ne peut pas croire que l'homme qu'il a toujours respecté ait pu être capturé par Garp. Ainsi, Shiki lance une attaque directe contre Marineford, mais il se fera arrêter par Garp et Sengoku, puis jeté à Impel Down. Shiki est vaincu. Dans une même année, 2 légendes quittent la scène de la piraterie. Une ère se termine, mais Kaido monte en puissance, alors un nouvel équilibre s'installe. Avant son exécution, Roger confie une mission à Garp, qui est de protéger son enfant, car il sait que le gouvernement mondial fera tout pour effacer la moindre trace du sang du roi des pirates. Roger avait dit au revoir à tout le monde. Maintenant, il lui reste une dernière mission.
En septembre de l'an 1500, sur Locktown, la ville du début et de la fin, Roger prononce les mots qui lanceront la grande vague de la piraterie. Ce jour-là, la foule est dense. La nouvelle va faire le tour du monde. À certains endroits, on pleure sa mort, à d'autres endroits, on la comprend. Tandis que d'autres ne la comprendront jamais, pendant que certains en sourient. À cet instant, une ère prend fin et une nouvelle commence. Car dans cette foule, il y avait des jeunes rookies, chacun animé par un rêve. Libérer le monde, arrêter les pirates, devenir le successeur de Roger, et tant d'autres. Si le gouvernement pensait avoir gagné en mettant fin à une époque, il se trompait. Il n'avait pas vu venir cette génération, née dans la rage, le rejet et surtout l'injustice du gouvernement mondial. Ce jour-là, Roger a lancé la génération qui n'aura jamais peur de croire en ses rêves. Et cette génération, elle va vraiment, elle aussi, choquer le monde à sa manière, mais ça va être une génération qui va être oubliée de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a cette vidéo-là qui s'affiche juste ici, sur cette génération qui est vraiment terrible. Clique pour la regarder, sinon je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je remercie en même temps Oli, le sponsor qui me permet de faire ce genre de vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus!